ce soir, on va parler de finances, on va parler de ressources humaines, on va parler de communauté de communes suivant les littorales. Alors pour l'ordre du jour, vous l'avez tous reçu. On va évoquer l'approbation du choix de l'entreprise retenue pour les contrats d'assurance à compter du 1er janvier 2023. Je rappelle qu'on avait des contrats d'assurance qui arrivaient à échéance au 31/12 à la fois pour la commune de l'Aiguillon-sur-Mer et la commune de La Faute-sur-Mer et qu'il nous faut évidemment renouveler avec un contrat d'assurance au nom de l'Aiguillon-la Presqu'île. On va évoquer aussi la vente de la parcelle de terrain nul, section XA88, qui est une petite parcelle qui est à côté du Super U. Et puis une autre acquisition des parcelles section AD 381 et 382. Nous évoquerons les tarifs des logements de la gendarmerie de La Faute-sur-Mer et des logements de l'ancienne police municipale de l'Aiguillon-sur-Mer, les tarifs pour les emplacements au marché de Noël, sur le marché de Noël, la désignation du représentant au conseil d'administration de l'agence France Locale Société Territoriale, et puis on vous parlera de la demande de subvention pour la rénovation du centre de la Chénolette, qui est évidemment le foncier retenu pour accueillir prochainement les saisonniers. Donc il y a un peu de travaux, et comme il y a un peu de travaux, il faut aller chercher des subventions. Alors là, vous verrez, je reviendrai tout à l'heure, on a mis ça en ressources humaines, mais c'est pas tellement des ressources humaines, mais c'est voilà, qui dit comme ça. Éric Gallois n'est pas là. Comment? Ah, je t'avais pas vu. Alors, il faut que je grandisse encore. Voilà, excuse-moi. Voilà, donc on est en ressources humaines, mais vous verrez tout à l'heure que c'est pas vraiment de la ressource humaine. Voilà. Et puis, on évoquera le service commun d'autorisation du droit du sol, c'est-à-dire l'instruction des droits qui peuvent être alloués aux pétitionnaires qui cherchent à avoir une autorisation de construction, un permis de construire. On a contractualisé avec la communauté de communes, et puis dans la même idée, la passation d'un avenant de convention de gestion pour les zones d'activité économique. Je vous rappelle que c'est une compétence maintenant communautaire, mais il y a certaines zones qui doivent être clarifiées de telle façon à ce que la communauté de communes prenne en charge ce qu'elle doit prendre en charge. Et d'un autre côté, elle nous dit, ok, mais prenez en charge ce qui vous revient aussi. Donc il y a un audit qui en parlera. Voilà quels sont les bons sujets. Il y aura des portées informations, des prendre acte. Jean-Michel en a un, moi j'en ai un aussi, et on en parlera tout à l'heure. Je fais l'appel, donc je suis présent, Jean-Michel Piédalu est présent, Olivier Ogiso est absent, mais il a donné son pouvoir à Marc Banac. Est présent, avec un pouvoir alors. Voilà, avec ce pouvoir. Anthony Bédoué, présent. Nicolas Boisseau, présent. Angèle Bourriot, Présente. Patrick Collin. Alors Patrick Collin, il arrive, hein, en fait, c'est qu'il est en train de fermer le golf, il est avec les sponsors, les partenaires du golf, de la Presqu'île, et il arrive, voilà. Emmanuel Dupuis est absent, et il a donné son pouvoir à Nicolas Boisseau. Marie Etienne est excusée aussi, elle m'a donné son pouvoir. Fleur Elvenot n'est pas là. Bernard Flichy Présent. est présent. Sylvie Fradin, Jean-François Girard est absent, excusé, il a donné son pouvoir à Colette Lopez. Isabelle Hamel, Présente. Valentin Larcher, Présent. Cyril Lecam, je l'ai vu tout à l'heure, il s'excuse, mais il a donné un pouvoir à personne. Sandrine Ness, En vacances. d'accord. Alors, quand vous partez en vacances, c'est bien de donner un pouvoir. Hein, ce serait dommage. Colette Lopez, Présente. Régis, et puis Bruno Ouvrard, qui est excusé, il a donné son pouvoir à Isabelle. Josiane Présente. est présente. Dolores Petro est présent. Didier Plaire est excusé, il a donné son pouvoir à Valentin Larcher. Laurent Roblé a donné son pouvoir à Jean-Michel. Lydia Rocher, Fabien Sury, Marie-Thérèse Sarari et Bruno Ligier, qui n'est pas là. Voilà. Je vais demander à qui je demande la lecture de. C'est à Colette. S'il te plaît, Colette, si tu peux nous résumer le dernier conseil municipal, le dernier PV du conseil municipal, s'il te plaît. Dernier PV du conseil municipal du 15 novembre 2022.
L'an 2022, le 15 novembre, le conseil municipal de la commune du Mans-Convoqué s'est réuni en session ordinaire à 19h30 à la salle polyvalente de l'Aiguillon-sur-Mer sous la présidence de M. Laurent Huget, maire de la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île. L'ordre du jour est le suivant. La vie municipale, maintien du poste d'adjoint suite à la démission d'un élu, demande de surclassement démographique suite au classement de la commune en station de tourisme, finance, décision modificative numéro 3 au budget général, vente d'un véhicule d'occasion, constitution de commission de délégation de services publics, tarifs portuaires, tarifs pour la récupération d'un animal en divagation, lancement de la procédure de délégation de services publics relative à l'organisation et à la gestion de l'activité char à voile, acquisition de parcelles de terrain nu, section AI33 et AI34, ressources humaines, approbation des lignes directrices de gestion, création de postes et mise à jour du tableau des effectifs, avantages en nature pour un contrat de projet SIDEV, transport de compétences au SIDEV. Communauté de communes Sud Vendée Littorale, reversement de la taxe d'aménagement des communes pour les zones d'activité à la communauté de communes SVL au 1er janvier 2023. Monsieur le maire informe le conseil de la démission de monsieur Jean-Claude Pellicot. Celui-ci n'étant pas adjoint, il n'y a pas lieu de prendre de délibération particulière. Tu peux lire tous les titres. D'accord. Élection de la secrétaire de séance. En l'occurrence, remplacement de Jean-François Gérard absent. Approbation du PV de la séance du 20 septembre 2022. Vote 26 pour la lecture donnée par Josiane des conclusions du rapport mis aux voix. Question 22 11 134. Maintien du poste d'adjoint suite à la démission d'un élu. Monsieur le maire informe que le conseil municipal va se prononcer pour maintenir le nombre d'adjoints. Après en avoir délibéré, il est proposé d'acquitter la démission de Fleur Evenot, de maintenir le nombre d'adjoints à 9, de procéder à l'élection d'un nouvel adjoint à une date ultérieure. Les conclusions donnent 26 pour. Question 22 11 135. Demande de surclassement démographique suite au classement de la commune en station de tourisme. Question 22 11 136. Décision modificative numéro 3 au budget général. Après en avoir délibéré, Non, c'est bon. c'est bon. 26 pour. La vente d'un véhicule d'occasion, 26 pour. Constitution de la commission de délégation de services publics, avec les membres titulaires, Jean-Michel Piedalu, Dolores Petro, Nicolas Boisson, les membres suppléants, Marc Banac, Sylvie Fradin, Didier Plaire. Question 22 11 139, concernant les tarifs particuliers. Question 22 11 140, les tarifs pour la récupération d'un animal en divagation. 26 pour installer une tarification sur les modalités indiquées dans le rapport et autoriser le maire à signer tout document relatif à cette tarification. Question 22 11 141, le lancement de la procédure de délégation du service public relative à l'organisation et à la gestion de l'activité char à voile. Question 22 11 142, acquisition de parcelles de terrain nu AI33 et AI34. Question 22 11 143, approbation des lignes directrices de gestion. Question 22 11 144, création de postes et modification du tableau des effectifs. Question 22 11 145, le contrat de projet, avantage en nature.
Question 22-11-146, transfert de compétences SIDEV, conclusion de convention. Question 22-11-147, reversement de la taxe d'aménagement de la communauté de communes Sud Vendée Littoral. C'est bon, Colette. Merci en tous les cas pour ce rappel. Est-ce que, je vais mettre au point, est-ce que quelqu'un a des questions sur ce rapport? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je propose de nommer comme secrétaire Dolores, si tu l'acceptes. Ok, merci beaucoup. Alors, on va passer tout de suite à la première question, l'approbation du choix d'une entreprise, en fait c'est d'une assurance, retenue pour le contrat d'assurance à compter du 1er janvier 2023. Je vous rappelle que chaque commune avait son contrat d'assurance. Au 31/12/2022, on ne sera plus assuré et qu'il nous faut trouver un assureur pour l'entité nouvelle qui est la commune de Léguion-la-Presqu'île. Sachez d'abord que dans le monde assurantiel, depuis maintenant, et pour avoir échangé beaucoup avec les présidents de grosses institutions et de grosses assurances françaises, la question n'est pas de savoir qui on va choisir, généralement, nous sommes une commune, qui on va choisir comme assureur, qui est le meilleur, celui qui nous fait les meilleures conditions. Là, depuis cette année, c'est eux qui nous choisissent. Pour être très clair, il y a à peu près 40% des collectivités aujourd'hui qui ne sont pas assurées. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas de proposition d'assurance au 1er janvier. Et donc je pense, et je suis même certain que notre capacité à nous inscrire dans une démarche résiliente en portant, comme on l'a fait, la culture du risque et en invitant justement à des journées nationales, voire internationales sur la culturation du public, des élus et des habitants aux risques auxquels ils sont confrontés, là où ils habitent, a permis que, notamment, quelques-uns des assureurs qui d'habitude n'auraient pas assuré une commune comme la nôtre, extrêmement exposée, ont construit en tous les cas leur actualisation en prenant en compte justement notre capacité résiliente, notre capacité à anticiper, notre capacité à savoir gérer, ou en tout cas anticiper le risque sur un territoire dont on sait qu'il est éminemment exposé, a fait qu'ils ont fait des propositions. Et on doit s'en féliciter parce que, renseignez-vous, vous verrez, le monde de l'assurance aujourd'hui n'assure. C'est pas qu'il n'assure plus, mais assure pas. À de telles conditions que certaines communes ne peuvent pas être assurées. Nous, c'est pas le cas, vous allez le voir. On avait donc lancé une consultation qui s'est déroulée du 5 octobre au 4 novembre dernier. Et on avait 4 lots. Le lot 1 qu'on appelait dommages aux biens, le lot 2 qui était l'assurance bateau, auto et de notre flotte et aussi port. La responsabilité civile, je rappelle que nous sommes exposés aussi au fait d'avoir des ports et qu'on est de plus en plus confrontés à une réalité d'assurés qui sont procéduriers, qui pour une jante dans un pool viennent chercher la mairie pour refaire les quatre pneus, pour quelqu'un qui trébuche sur un petit passage en bois qui est du domaine communal, les terrains c'était mal mis, etc. On est souvent mis en cause, donc il faut absolument qu'on ait une responsabilité civile, c'était le lot 3. Le lot 4, c'est le recours juridique et la protection fonctionnelle des élus et des agents, puisque, je vous le rappelle, nous sommes en responsabilité, le maire est en responsabilité, le maire délégué est en responsabilité, les conseillers municipaux adjoints sont en responsabilité, et qu'au final, tout le monde doit être assuré, surtout dans des communes comme les nôtres. Une seule entreprise a répondu sur l'ensemble des lots, le lot 1, 2, 3, 4, et 2 entreprises ont répondu au lot numéro 2. Je vous rappelle que le lot numéro 2, c'est assurance auto-bateau. On a 2 assurances qui sont positionnées sur ces lots-là, et sur tous les autres, qu'une seule. C'est vous dire le choix qu'on a. Alors, évidemment, il y a de nombreuses communes, je vous disais, qui sont situées dans des secteurs d'aléas climatiques qui, eux, ne trouvent pas de compagnie d'assurance. Toutefois, au regard de l'augmentation du nombre de contentieux qu'on connaît, et au titre du Code de l'urbanisme, il est nécessaire que la commune soit vigilante sur les décisions au titre du droit du sol, parce que là aussi, lorsque dans un
territoire ou sur un territoire comme le nôtre, on est très souvent dans l'arbitrage de savoir si oui ou non le pétitionnaire, celui qui demande un droit à construire, est-ce qu'il est dans son bon droit, est-ce qu'il est bien dans une situation où on le protège? Et bien évidemment, l'erreur n'est pas acceptable et là, il faut forcément de l'assurance. Et à l'issue de l'analyse des offres, la commission qui s'est réunie le 7 décembre dernier propose l'acceptation des offres suivantes. Pour le lot numéro 1, je vous rappelle, qui était le dommage au bien. C'est la SMAC Assurance, qui est notre assureur actuel, qui nous propose de nous assurer pour un montant de 21 958 € de prime. Alors ça peut paraître important, mais je vous rappelle que quand il y a un pépin ici, c'est par 1 million. Donc voilà. Lot numéro 2, là pour le coup, c'est la flotte bateau auto pour un montant de 12 415 €. C'est la société Pilio Assurance. Et puis pour le lot numéro 3 et le lot numéro 4, la commission a choisi de retenir là aussi SMAC Assurance pour un montant de 18 573 € en ce qu'il s'agit de la responsabilité civile. Et donc la responsabilité civile, c'est l'ensemble des pépins qui peut arriver à une commune, il faut que ce soit clair. Et le lot numéro 4 pour l'assurance des élus qui, entre autres, qui est le recours juridique à la protection fonctionnelle, c'est la SMAC qui se propose de nous assurer pour un montant de 6 077 €. Je n'ai pas de retour, mais j'imagine que c'est dans mon lot. Voilà. Donc tout ça, ça fait une prime d'assurance pour les 4 lots de 59 025 €, et puis quelques centimes, enfin 87 centimes. Et je vous dirais bien que c'est la meilleure offre qu'on puisse avoir, parce qu'on n'a pas eu d'autres possibilités. Vous avez remarqué qu'on avait sur le lot numéro 2, on avait 2 propositions, on a été chercher celle qui nous paraissait être la meilleure, qui n'était pas la SMAC. Voilà. Le rapport de mémoire, Jean-Michel était avec moi, je crois que c'était du simple au triple. Ah oui, ça a été. C'était juste 30 et quelques minutes. J'ai dit qu'on allait prendre le mieux. Voilà. Et en regardant à condition quasi égale. Voilà ce que je vous propose comme société d'assurance et les primes qui y sont associées. Et je vous propose d'accepter les propositions assurantielles telles que je vous les ai présentées et de m'autoriser à signer ces contrats d'assurance et tous les documents qui pourraient s'y afférer. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Par rapport à l'année dernière, ça fait un surcoût de combien pour la collectivité? 10 points. 10 points. Un peu plus de 10 points. Un peu plus de 10 points. Et sur certains lots, c'est même, je crois que c'est 25 points. Oui. La différence. Et la différence est... La globale fait 10. Globale. Un peu plus. Même beaucoup plus. Ah, c'est 20. C'est 21. Ça, oui. Et mettre les 4 à la SMAC, ça vous faisait pas un baissez pas ou des choses comme ça? Ah ben non, parce que les 4 à la SMAC, justement, c'était avec les 30 000 en plus. Ouais. Pas les 20 000 en plus. Ouais. Vous n'avez pas l'effort d'avoir les 4 lots. Non, non, il faut bien comprendre une chose, c'est compliqué de dire ça parce qu'on est avec... On ne rigole pas ici, vous savez, avec l'argent du contribuable. S'il y en a bien qui n'a pas envie de ça, c'est moi et nous. Et en tout cas, moi, je fais très attention à ça. C'est presque une fleur. Aujourd'hui, la SMAC, c'est l'assureur, je vous rappelle, qui ne voulait pas prendre en charge à l'origine les indemnisations dues aux victimes. Et c'est parce que justement on a montré patte blanche, et patte blanche, c'est pas histoire d'être gentil, etc. C'est de montrer concrètement qu'on nous sommes une commune où la culture du risque, c'est pas une rigolade, qu'on a des outils, quand on a de sauvegarde, enfin, on en reparlera parce que, ben non, Patrick n'est pas encore là, mais enfin, vous voyez bien tout ce qu'on est en train de monter pour acculturer la population et la mettre en sécurité. Et c'est parce qu'ils ont scoré tout ça qu'ils se disent, bon, allez, on y va. Mais le président de Boissieu, le président de la SMAC, a dit devant plein de témoins et dont l'État, un préfet, qu'aujourd'hui, il n'assurait que 50% de la clientèle qui était assurable hier. Alors, il faut savoir qu'un assureur ne dit jamais qu'il ne peut pas assurer. Il a l'obligation d'assurer. Mais à quel tarif? Par exemple, quand la SMAC nous met une prime de 30 000 €, alors que l'autre nous met 12 000, ben, il dit ouvertement, à travers ces chiffres, on n'a pas envie de vous assurer sur ce sujet-là. Mais on vous fait une proposition. En tout cas, moi je remercie la SMAC de nous assurer.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je vous propose de passer au voix à cette délibération. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Alors, on s'assurera dans les conditions qu'on vous a proposées. Hop. Autre sujet, c'est un sujet rapide, c'est la vente d'une parcelle de terrain nu qu'on appelle section XA88. En fait, il s'agit de quoi? C'est un terrain qui est à côté du Super U. On a reçu un courrier maintenant du directeur du Super U, du propriétaire, comme il est Lyon-sur-Mer, et où il nous sollicite pour acquérir une parcelle de terrain qui fait une surface de 44 mètres carrés, qui est issue d'une division parcellaire déjà, située sur le territoire de Saint-Michel-en-Laye, mais appartenant à la commune déléguée de Lyon-sur-Mer. D'accord? Et la vente de cette parcelle doit lui permettre de réaliser un futur aménagement qui permettra une réelle amélioration de l'accessibilité au parking du Super U. Alors je vous propose la cession de cette parcelle, non constructible aujourd'hui, on est en zone rouge, au tarif classique de 1,50 € du mètre carré des zones rouges, en cohérence avec les prix d'acquisition que vous connaissez tout le temps. À chaque fois qu'il y a une prévention ou une acquisition, en tout cas de terrain rouge, c'est 1,50 €, je parle de foncier, de matériel. Réalisé sur la commune, à chaque fois on est à ce tarif-là, et dans ses caractéristiques, ce qui nous fera un général total de 66 €. Voilà. Je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci beaucoup. Autre acquisition de terrain, c'est, vous savez que dans les années 2012, 2013 et début 2014, la région, à l'époque dirigée par Jacques Oxiette, envisageait d'utiliser les fonds que la région avait gagnés au procès de l'ERICA, donc c'est une somme d'un peu plus de 10 millions d'euros, et que ces fonds, Jacques Oxiette voulait les dédier à la culture des amers en mer. Et donc, sur cette partie d'argent reçue du groupe Total, qui avait été condamné suite à l'accident de l'ERICA, Jacques Oxiette avait décidé, dans une allocation en fait, de dédier une partie de ces fonds vers la construction d'un projet qu'on appelait à l'époque Littoralis, qui allait coûter un investissement de ces 10 millions d'euros, à peu près 8 millions, un peu plus de 8 millions d'euros, et qui permettrait de faire un grand pôle scientifique, de réception scientifique, d'experts, dédiés justement à tous les aléas climatiques en mer, la submersion marine, l'érosion côtière, partout dans le monde. C'est-à-dire qu'ils voulaient faire un site, et ce site aurait été construit à côté en lieu et place de l'hôtel du commerce, qui évidemment avait été déconstruit juste derrière le rond-point, qui nous amène à la faute quand on est du côté de Lyon, qui nous amène à rentrer dans le cœur de Lyon quand on passe le pont en venant de la faute. Et donc, ce programme a été abandonné parce que qui coûtait trop cher, qui est des raisons politiques aussi, et ça ne s'est pas fait, et nous, on voit toujours ce terrain, rien ne se passe. Et donc, l'idée avait été de proposer à la région, écoutez, si vous n'en faites rien, nous, c'est en plein de chez nous, quoi. On en ferait bien quelque chose. Donc, c'est une proposition qui a été faite il y a longtemps, et auquel la région a répondu assez rapidement, mine de rien. Ça fait assez longtemps qu'ils me disent quand est-ce que vous décidez à prendre. Et donc, c'est ce qu'on vous propose de faire ce soir. Oui, je disais 2012-2014, mais là je dis qu'en fait c'est 2012. C'est depuis 2012. Et donc, ce bien qui est composé aujourd'hui d'une maison d'habitation et d'un terrain nu, cadastré, alors AD 380 et AD 382, au 1 et 3 avenue Amiral Courbet, situé en désignation, au croisement de plein d'axes routiers, je viens de vous le dire. La région Pays de la Loire a validé la cession à titre gracieux sous réserve que cette parcelle soit utilisée pour un projet d'intérêt général. Ce qui est normal. Et donc, suite à cela, on pense que ce terrain constitue une opportunité pour les Lyon-la-Presqu'île, et puis aussi pour notre territoire. Et
évidemment, même si son emplacement est extrêmement stratégique pour la vie économique et sociale de la commune, cet espace pourrait faire l'objet d'un projet qui pourrait, on en débattra ensemble, mais pourrait faire l'objet d'un projet lié au tourisme et à la culture à destination des populations résidentes et non résidentes. Et on verra ce qu'on en fera. En tout cas, l'idée, c'est d'acquérir ce bien, de le reprendre pour la remboursement symbolique. Et je vous propose justement d'engager les démarches auprès des notaires et de me laisser signer tout document à cette vente à 1 € d'un lieu qui doit nous pousser à la réflexion, à l'audace et aux bonnes idées. Voilà, en fonction des moyens qu'on aura. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Est-ce que quelqu'un est contre? Eh bien, voilà, ça va être annulé. Et à tous les habitants. On vous parle des tarifs des logements maintenant, de la gendarmerie et des logements aussi de l'ancienne police municipale de Léon-sur-Mer et de la Faute-sur-Mer. Alors là, c'est pareil, il n'y a pas un gros enjeu. Parce que il nous fallait fixer en fait et harmoniser des tarifications, mais des tarifications qui n'étaient absolument pas utilisées. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ces logements, on a tendance, et c'est pas une tendance, c'est presque une politique ici, de les mettre à disposition de personnes dont on sait qu'elles travaillent directement pour la mairie ou parce que, par leur fonction, elles sont nécessaires à la vie communale. Ces logements, en fait, on parle de 6 studios d'une chambre et un studio de 2 chambres. Alors, un studio de 2 chambres, pour info, ça ne s'appelle plus un studio. Hein. C'est un T3. Et les logements de la Faute-sur-Mer, eux, étaient mis à disposition de la gendarmerie pendant la saison estivale pour les réservistes, donc évidemment, on ne leur faisait pas payer. Hein. On les mettait à disposition, et les logements de Léon-sur-Mer étaient utilisés et sont utilisés pour loger nos travailleurs saisonniers. Alors, je parle de la police municipale, pas payée non plus, et nos maîtres nageurs. Évidemment, on ne fait pas payer non plus. Donc, vous allez me dire, à quoi servent les tarifs? Les tarifs, ils servent ponctuellement, ces logements, puisqu'ils sont loués hors des périodes d'utilisation dont je viens de vous parler, généralement pour des stagiaires de la commune, ou des entreprises locales, ou des agents recrutés qui sont en attente d'avoir un logement. Et c'est quand même très niché, très rare, et il fallait un tarif. Et donc on s'est proposé de... Ils sont dans mon dos ou pas? Je vais les afficher. Vas-y, tu peux les afficher. On s'est proposé de faire des petits tarifs entre le 1er avril et le 31 octobre pour une chambre, un lit, c'est-à-dire un studio. La nuit 15 €, la semaine 170 € et le mois 300 €. Et entre le 1er novembre, toujours pour ce studio, et le 31 mars, 20, 200 et 350 €. Pour être très clair, ça arrive 3 fois par an. Hein. Et pour le logement T3, donc ce qu'on appelle 2 chambres avec un lit, entre le 1er avril et le 31 octobre, 25 € la nuit, 200 la semaine, 320 le mois. Et entre le 1er novembre et le 31 mars, 30 € la nuit, 230 € la semaine et 370 € le mois. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je me pose la question, pourquoi c'est plus cher entre la période hivernale en fait? Parce qu'il y a le chauffage, peut-être? Oui. C'est juste parce que voilà, on fait du chauffage. Il y a le chauffage. Oui, c'est tout ça. Là, c'est tout chargé. Tout est bon. Et ils sont meublés. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Les locataires doivent s'assurer comment ça marche? Oui, systématiquement. Pas d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'accepter de fixer le montant des loyers pour les logements en gendarmerie tel qu'ils figurent derrière moi et tel que je vous les ai expliqués. Est-ce que quelqu'un s'abstient? Est-ce que quelqu'un est contre? Merci, c'est accepté. Je vais demander à Dolores de nous exposer aussi et de nous proposer les tarifs pour les emplacements des marchés de Noël.
Donc nous vous informons que le marché de Noël de la commune se déroule donc sur 2 week-ends qui sont donc le 10 et 11 décembre et le 17 et 18 décembre sur le parc de la Presqu'île, commune déléguée de la Faute-sur-Mer. Les professionnels ont pu louer un emplacement avec ou sans Tivoli. Il est donc nécessaire de déterminer les tarifs de location pour le week-end complet. Nous vous proposons les tarifs suivants. Sans Tivoli fourni, nous avons 3 tarifs. Le tarif A pour 30 €, le tarif B pour 60 €, le tarif C pour 90 €. Et avec Tivoli fourni, le tarif E pour 45 €, le tarif F 90 € et le tarif G 135 €. Les tarifs sont en proportion ou proportionnels à la mesure. Le forfait électricité est de 20 €. Il est obligatoire pour les exposants dont l'ensemble des équipements électriques installés est supérieur à 1000 watts sur la base des éléments indiqués sur les appareils. Merci Dolores, tu aurais pu faire voter. Qui a des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, les tarifs qui nous sont proposés par Dolores sont adoptés. Merci beaucoup. Autre sujet, la Chénolette. Vous savez que la commune a engagé des études préalables pour la réalisation d'un projet de réhabilitation et de rénovation du centre de vacances de la Chénolette à la Faute-sur-Mer. L'objet est de transformer le centre d'hébergement, qui aujourd'hui est un centre d'hébergement pour enfants, en centre d'hébergement saisonnier pour adultes, et notamment pour les travailleurs saisonniers, puisque, je vous le rappelle, c'est une condition importante de l'obtention, mais aussi de la préservation de notre classement de station touristique. J'en parlerai tout à l'heure, et je vous parlerai d'un événement qui s'est passé cette semaine, et Josiane a porté la voix de la commune à Paris et au ministère. Le programme, en fait, justement, qu'on va aller chercher et qu'on va proposer, doit répondre à plusieurs enjeux majeurs de notre territoire. Le premier, c'est de, si on refait cette capacité d'hébergement, premièrement, il doit réduire la vulnérabilité des biens situés dans le secteur d'aléa fort. Ça, c'est la première nécessité, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas question, on n'imagine pas, de recevoir et d'accueillir si dans un espace et sur un foncier dont les bâtiments ne seraient pas hyper envisagés, exposés aux risques naturels de submersion marine. La deuxième chose, c'est améliorer les qualités énergétiques des bâtiments publics. Vous savez que la loi maintenant est très claire, la transition énergétique et environnementale nous impose des transformations et de rentrer dans le cadre normatif qui est imposé à la fois par la règle, mais aussi par l'éthique, c'est-à-dire on ne peut pas continuer à faire n'importe quoi en matière d'hébergement. Et ne serait-ce que pour préserver à la fois celui qui habite, mais aussi la planète. Et puis, troisième point, offrir une réponse aux besoins de logement des travailleurs saisonniers, parce que vous savez que c'est un drame, à la fois pour les jeunes qui veulent travailler ici, qui ne trouvent pas de logement, et à la fois pour les acteurs économiques, que sont les commerçants, nos restaurants, enfin tous ceux qui ont besoin de saisonniers, qui aujourd'hui ne sélectionnent plus la compétence par le haut en disant est-ce que ce type ou cette fille ou cette femme ou cet homme possède toutes les compétences et la meilleure personne pour pouvoir travailler chez moi. Non, en fait, c'est la première des questions, c'est est-ce que vous avez un logement, ta grand-mère habite dans le coin, etc. Donc en fait, on n'attire pas le service par le haut comme ça. Donc il faut qu'on redonne justement et qu'on préserve la qualité des services de nos commerçants, de nos acteurs économiques, et ça c'est extrêmement important. Donc garantir les conditions d'hébergement, mais aussi permettre une augmentation qualitative de l'offre des services touristiques, ce qui rentre là aussi dans le cadre de notre classement. Les travaux qui sont prescrits, les travaux prescrits dans le plan de prévention des risques naturels littoraux, doivent systématiquement répondre à tout ce qui réduit la vulnérabilité des personnes en créant des zones de refuge pour chaque bâtiment. On aura besoin aussi du maintien d'un usage du centre d'hébergement collectif qui gérera une entité unique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas qu'on soit un accueil où n'importe qui peut arriver
en demandant la permission à n'importe qui. On a bien un seul acteur qui gérera, c'est la commune. Et puis, on fait attention aussi dans le cahier des charges à respecter ce qui est inscrit dans l'ensemble du PPRL communal, c'est-à-dire notamment dans son titre 4, qui impose la fermeture des installations et des équipements de plein air entre le 1er octobre et le 31 mars de l'année. Les travaux qui sont concernés par ces dispositions sont, je l'ai dit, la création des zones refuges, mais ils feront, et c'est là que c'est intéressant pour nous, l'objet de demandes de subventions qui sont extrêmement spécifiques, mais que l'on connaît, au titre du Fonds de prévention des risques naturels majeurs, ce qui est autre que le fonds Barnier, en fait. Les travaux seront aussi, on ira les chercher du DETR et du DESIL. Alors le DETR, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la dotation d'équipement des territoires ruraux, la dotation. Et puis le DESIL, ça c'est la dotation de soutien à l'investissement local. Et généralement, le DESIL est plutôt orienté, si par habitude de l'avoir pratiqué, Fabien aussi a dû le voir, c'est plutôt tout ce qui est énergétique. Donc on ira chercher isolation, énergie, etc. On ira chercher des subventions dans le cadre donc, du DETR et du DESIL, c'est l'État. Et ça nous permettra d'adapter les centres d'hébergement pour les enfants, justement, en centre d'hébergement pour jeunes travailleurs saisonniers. Donc on va avoir les cloisons, les sanitaires, les ouvertures, le mobilier à rénover. Nous aurons comme travaux prévus aussi l'amélioration de l'isolation thermique, et on ira chercher donc, je viens d'en parler, des subventions, notamment pour l'isolation thermique extérieure, mais aussi la mise en place de production d'eau chaude par panneaux solaires thermiques. Nous irons chercher des subventions dans le cadre de l'éligibilité, c'est quoi, c'est de l'ADEME, pour la mise en conformité d'accessibilité pour les travailleurs handicapés, c'est quoi ? Du DETR aussi. Et une autre ligne de subvention pour l'ensemble des travaux de rénovation du bâtiment, alors sur le mur menuiserie à l'intérieur, et l'éligibilité, ce sera pour la construction, extension et rénovation d'équipements touristiques et de loisirs, et je crois que là aussi, c'est du DETR. C'est ça ? Ok. Donc l'idée, c'est quoi? Est-ce qu'on a un tableau derrière qu'on peut envoyer pour avant alors, ouais, avant de montrer où c'était, mais enfin, on peut montrer où c'est. C'est-à-dire qu'on a donc une étude de maîtrise d'œuvre qui est estimée à 80 000 €, une création de zones refuge, parce qu'il faudra faire des zones refuge. Tu ne l'as pas derrière moi? Alors, pour la bonne lecture, il faut absolument mettre séparer les zéros des chiffres, hein, parce que sinon on ne sait plus. Donc, lisez ce que je vous dis, l'étude des maîtrises d'œuvre, c'est 80 000 € estimé. La création des zones de refuge sera estimée à 160, enfin aujourd'hui est estimée à 176 000 €, et la réhabilitation et rénovation du bâtiment à 440 000 € pour un total de 696 000 €. Évidemment, ce n'est pas le coût supporté par la commune, puisqu'on ira chercher à la fois ce que je vous ai dit, hein, du DESIL, du DETR, du Fonds de prévention des risques, puisque je vous en ai parlé tout à l'heure du Fonds Barnier, des aides régionales, départementales, il manque un truc là, et l'ADEME. Donc le but étant d'aller chercher un peu plus de la moitié de ce financement qui nous permettra de nous inscrire durablement dans le classement de stations touristiques qui, je vous le rappelle, et je ne sais pas où on en est, si on en a parlé cet après-midi, mais je ne sais pas si on a un retour de la préfecture, puisqu'on doit j'ai fait le courrier au préfet pour le classement des communes de 20 à 40 000, et il faut absolument ça. Et donc c'est une histoire de jour, ça? Je passerai. Ok, donc voilà ce que je vous propose. Alors en sachant que ce programme, pourquoi on vous le propose comme ça maintenant, c'est que la préfecture, et d'ailleurs on voit la sous-préfète demain, oui c'est demain soir. Oui, demain soir. Alors il y a un choix, il y a un dilemme. C'est sous-préfète de se ouais, alors ça nous concerne moins, mais c'est vrai. Il y a un dilemme entre sous-préfète ou le match de foot. Et, non, mais moi je suis voir le sous-préfet. C'est vrai, toi aussi. Donc voilà. Et donc l'idée, c'est que l'État s'est dit, ça serait bien que vous déposiez tous vos dossiers, ils me le disent à l'arrache, avant le 14 décembre de cette année.
voilà pourquoi on vous dit, même si ce n'est pas complètement ficelé, on dépose notre dossier de demande de subvention maintenant. Voilà. C'est pour ça qu'on vous propose maintenant. Parce que sinon, on repart pour 24. C'est demain que tu le déposes. C'est demain? Non, non, en fait, il partira. Il est parti. C'est simplement qu'il nous faut une délibération pour le valider. Voilà. Comme beaucoup de choses d'ailleurs. Et on a une échéance pour faire ces travaux-là? On a des points de projection? Arrêtez de. Moi, si vous voulez, les échéances. Non, mais quand on donne une échéance, tout à l'heure, on a inauguré l'immeuble Podelia, qui est dans la ville de la plage. Il y avait certains d'entre vous qui étaient là. Sylvie était là, Fabien était là, Colette était là, voilà, certains de Nicolas étaient là. Et moi, j'ai juste rappelé une chose. La première fois qu'on a eu l'idée de faire quelque chose sur la lampe creuse de Mitry-Mory, qui était entre l'hôtel de la plage et puis le magasin, je ne me rappelle plus, Sauvable, là en dessous, c'était sur une parcelle qui appartenait à Mitry-Mory, une commune de la région parisienne. Pardon ? Le Célémat. On a livré aujourd'hui, 2014. Alors il y a eu 2 ans de Covid, mais enfin, ça veut dire qu'il a fallu négocier avec le cinéma, il a fallu faire plein de choses. Et c'est toujours comme ça. Donc ça ne veut pas dire qu'on va faire ça dans 8 ans. Non, mais notre ambition, la question c'est que notre ambition, c'est de faire... Ah, notre ambition, alors notre ambition, c'est, vous connaissez, c'est hier, quoi, voilà. Donc l'idée, c'est que, moi j'ai dit, voilà, il y a beaucoup qui pourraient se passer en régie, mais il y en a beaucoup aussi qui doivent se passer subventionnés. Et pour ça, il faut un arrêté de subvention. Pour avoir l'arrêté de subvention, il faut que ce dossier soit validé en commission d'engagement par les différents acteurs qui nous subventionnent, État, région, département, et on dépend malheureusement de ce tempo administratif pour ça. Et une fois qu'ils l'auront fait, on a un arrêté de subvention, et après on va rentrer dans le cadre classique des chantiers, où là on a le tempo du chantier. Et là derrière, là pour le coup, on a des équipes qui poussent à la roue. Vous avez dû voir la capacité qu'on a, on a tout ça. Vous voyez, les chantiers du centre-ville, ça avance. Alors, tu disais que pour le label station touristique, ça avait été déjà intégré, ou c'est pour justement pérenniser le label touristique C'est pour le pérenniser. C'est pour le pérenniser, parce que on n'est pas intégré dans on ne l'a pas acquis à vie. C'est-à-dire tous les 2 ans, on prend un tour. Quoi. Donc il est hors de... C'est normal d'ailleurs, ça pousse quand même les communes qui sont classées... c'est le plus haut classement national qui existe. Hein. Ça pousse justement à l'exemplarité, à la remise en cause. Il y avait le président de l'ANET, que moi j'avais rencontré à Paris, qui a fait les pieds et les mains pour que les 20 communes qui étaient représentées, j'en parlais tout à l'heure, et Josiane, je ne pouvais pas y aller, et Josiane a eu cette gentillesse d'aller auprès du ministère, on lui a remis le diplôme, je vous le montrerai tout à l'heure, vous l'avez en photo dans les journaux bientôt, elle est avec la ministre, lui remet le diplôme pour la mairie. Évidemment, cette reconnaissance d'État, elle se mérite, et pour autant, il regarde si on fait bien les choses. C'est cette capacité à l'accueil touristique, à la qualité des prestations qui sont offertes, le parcours qui est offert, le parcours touristique qui est offert, et puis aussi les équipements, la capacité à justement augmenter la qualité des services offerts aux touristes par de l'hébergement de jeunes saisonniers ou de moins jeunes saisonniers, en tous les cas, qui seront sélectionnés pour leur talent, pour leurs compétences, plutôt que pour leur capacité à l'auto-hébergement. Et donc, tous les ans, tous les 2 ans, on se remet à table. Et ça, il faut absolument, je veux dire, la seule note où on était fragile, parce que nous, on a déclaré l'existence, la note où on était fragile, c'était celle-là. Alors, une capacité d'accueil de combien de logements? Alors, jusqu'à présent, la capacité totale était de 145 personnes. Alors là, une petite subtilité, mais on en reparlera en bureau. Il y avait 145 personnes, donc il ne s'agit pas d'héberger 145 saisonniers, parce qu'on ne pourrait pas d'abord. Et on sera plutôt aux alentours de 45 logements. Ça veut dire que ça peut être plus de personnes, mais 45 logements. Et après, on reviendra avec la deuxième phase du projet, qui est un projet aussi d'hébergement, mais ça, on en parlera. Il faut qu'on travaille en bureau, ensemble, et je ne peux pas en parler aussi au conseil municipal, parce que on n'est pas assez abouti. Voilà. On en
parlera en bureau et en séminaire. Ça demandera l'organisation un gérant qui sera dedans ou comment, pour entretenir le parc, pour entretenir tout. Je suppose que 45 logements, Oui. ça fait quand même. Il y aura un régisseur. Il y aura un régisseur. Ou une régisseuse. Mais toutes les communes de France touristiques souffrent de ce manque de capacité d'hébergement. Et nous, on ne peut pas se permettre de continuer comme ça. Là, ça devient l'enfer pour les acteurs. Aujourd'hui, les commerçants investissent carrément dans l'immobilier pour héberger leur... ça devient... il faut qu'on aide tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Donc ce projet pour aller chercher des subventions, je vous propose de l'adopter. Et donc, de m'autoriser à solliciter une aide financière de la région des Pays de la Loire, du Conseil départemental de la Vendée et de l'ADEME, et de tous les autres organismes que l'on jugera nécessaire à aller chercher, afin de déposer un dossier de demande de subvention au titre du DETR DESI pour un montant de 260 250 €. Là encore, c'est une grosse subvention qu'on va chercher. Je rappelle que la plupart des communes, de la communauté de communes, aujourd'hui, sont plutôt aux alentours de 40 et quelques millions d'euros. Donc nous, à chaque fois, on y va avec des grosses demandes. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ça, c'est une bonne nouvelle pour la commune. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de prestations d'action sociale aux agents de la commune de L'Aiguillon-la-Pasquille. Alors, je vais vous lire la formule qu'il faut que j'écrive pour la préfecture, et je vais en faire l'exégèse après, verbal. Donc, on l'a écrit comme ça, hein, la loi du 19 février 2007, relative à la fonction publique territoriale, a généralisé le droit à l'action sociale pour tous les agents territoriaux. Et elle a précisé qu'il appartient à chaque collectivité territoriale de définir par délibération le type des actions et le montant des dépenses qu'elle entend engager dans la réalisation des prestations d'action sociale. Ces prestations ne constituent pas un élément de rémunération et sont attribuées indépendamment du grade, indépendamment de l'emploi et de la manière de servir des agents. Dans le cadre de notre politique sociale, celle de la collectivité, eh bien, notre collectivité souhaite permettre à ses agents de bénéficier de prestations sociales qui visent à améliorer leurs conditions de vie, notamment au titre des événements particuliers que vous connaissez tous, augmentation du coût de la vie, inflation, augmentation du coût de la vie. Et dans l'attente d'une étude approfondie sur la mise en place d'œuvres sociales sur la commune nouvelle de L'Aiguillon-la-Pasquille, la collectivité et la municipalité souhaitent verser une prestation d'action sociale sous forme de chèque cadeau de Noël pour l'année 2022. À ce titre, je propose l'attribution de différents montants selon les caractéristiques suivantes afin de prendre en compte les situations personnelles des agents. Alors, il y aura des bénéficiaires, des agents titulaires et non titulaires du permanent, des agents qui ont une durée chez nous depuis plus de 6 mois, et puis d'autres qui sont des remplaçants ou qui sont là depuis moins de 6 mois. Et en fonction du taux de prélèvement à la source, il y aura ceux qui seront inférieurs à 12%, ceux entre 12 et 15%, et ceux autres supérieurs à 15%. Tout ça pour vous dire, c'était compliqué, il y a un tableau, ça fait... Maintenant, oui, mais ça ne sert à rien de l'afficher parce que je le résume, je vais le résumer. Enfin, moi je veux bien qu'on l'affiche, mais il ne sert à rien tout le tableau. L'idée c'est quoi? C'est que, avec Jean-Michel, on s'est dit, alors ça ne peut pas être écrit, hein. On s'est dit, on a des agents qui sont assez extra. Ils font vraiment le boulot. Et moi j'avais l'habitude à la faute, et Jean-Michel avait cette intention-là, de donner des chèques cadeaux à nos agents, à Noël. Et là on apprend, par une lettre du préfet, que c'est interdit. Que ça constitue un élément de salaire, et qu'à partir de là, pour l'équité des rémunérations des agents, on ne peut pas, en fonction de leur grade, leur machin, etc., leur donner des chèques cadeaux parce que c'est une augmentation de salaire.
Et là, ça m'agace, et je dis à Jean-François Etienne, qu'est-ce que nous autorise la loi? Alors la loi, elle autorise ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que quand il y a un caractère exceptionnel, donc la crise, que ça n'est pas habituel, on ne l'a jamais fait, la presqu'île, c'est la première fois qu'on le fait, c'est pas l'habitude, et qu'il y a une dimension sociale, il y en a bien une, parce que nous, on veut aider nos agents compte tenu du fait des contraintes que tout le monde connaît, mais eux aussi connaissent. Il est important qu'on puisse les aider dans cette période difficile. On est bien dans une action sociale, et bien on considère que les cartes cadeaux, on va les donner quand même. Et par contre, il fallait que ce soit légal, parce que ceux qui ne sont pas rentrés dans une définition telle que je vous l'explique, qui est complètement ahurissante, hein, il faut que ça, eh bien se sont vus retoquer et interdits de donner des cartes cadeaux à leur personnel. Et donc nous, on répond bien aux 3 critères, hein, il y a bien ces 3 critères, je ne me trompe pas. Il y avait caractère exceptionnel, il faut que ce soit différencié selon les agents, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas recevoir la même chose, ou en tout cas, ça ne doit pas être inscrit comme ça. Alors nous, on n'a pas dit que tout le monde allait recevoir la même chose, on a dit qu'en fonction de son indice, etc., évidemment, on s'est débrouillé pour que tout le monde ait la même chose, mais l'indice n'est pas le même. Et donc chacun pourra ainsi recevoir la carte de Noël qui lui était dédiée, et donc on propose d'attribuer des chèques cadeaux d'une valeur, alors ça c'est écrit, mais je vais vous donner l'interprétation après, enfin la réalité, d'accorder l'attribution des chèques cadeaux d'une valeur comprise entre 25 € et 100 € selon son indice, donc c'est bien pas la même chose, par agent et au personnel de la collectivité pour le Noël 2022, tel qu'il a été présenté ci-dessus, et d'inscrire ces crédits nécessaires au budget chapitre 11, application 62-88. Donc la réalité, c'est que, à part une personne, on ne peut pas faire autrement compte tenu du filtre et du score qu'on a, et qui recevra, c'est une personne qui est là en remplacement depuis moins de 6 mois, elle recevra donc 50 €, mais tous les autres auront 100 €. Voilà. Je vous propose, pour nos agents, de faire ce geste un peu alambiqué, parce que 4 communes en Vendée qui sont fait retoquer, hein, c'est-à-dire que ça passe pas. Hein. Donc je pense qu'on ne sera pas retoqué parce qu'on suit exactement les prescriptions de la loi. Est-ce que quelqu'un a des questions? J'ai entendu dire, il me semblait quand même qu'on incitait les entreprises à donner des primes en fin d'année. Bien sûr, mais les entreprises, elles ont un caractère qui n'est pas public. On est dans le marché du travail et l'entreprise est privée, ce sont des capitaux privés. Là, on est dans le domaine de la collectivité, il y a un principe de l'équité des revenus, et il y a un principe aussi de... Comment tu as dit? Le principe de régime indemnitaire et d'avantage en nature. Voilà, de régime indemnitaire qui doit être respecté. Et en fait, moi, c'est un truc qui me dépasse un peu, hein, c'est-à-dire qu'un agent travaille très très bien ou moyennement, il est payé de la même façon. Ça, c'est un truc que, pour moi, qui suis un chef d'entreprise, ça me dépasse. Voilà. On ne permet pas aux gens d'exister dans l'œil des autres, on ne permet pas de valoriser les bonnes intentions. Et ça, c'est assez insupportable. Donc c'est pour ça que je vous propose un truc aussi alambiqué que ça, mais pour pouvoir donner une carte cadeau de 100 € à nos agents qui le méritent. Voilà, pour être sûr résumé. On estime qu'ils le méritent. On rappelle qu'ils n'ont pas bronché, hein, ils ont assuré le service public de belle manière pendant toute l'année, alors qu'on leur a mis quand même une diffusion dans le nez. Hein. C'est pas rien. Et aujourd'hui, le service public, il est à la hauteur, et certainement largement plus qu'on aurait pu l'espérer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, eh bien écoutez, merci pour eux. Donc je vous rappelle que... Quand est-ce que... Alors oui, je vais vous demander, par contre, pour le coup, il va falloir que Bérangère t'attende un petit peu pour produire, parce qu'on va attendre, et je vais vous demander de ne pas en parler. Si évidemment on n'avait pas parlé à nos agents, donc gardez ça pour vous ici. Eric, pareil, hein, puisque on garde la surprise. Quoi. Ok. Autre sujet, c'est l'adhésion. Alors là aussi, c'est la signature d'une convention
avec la communauté de communes pour l'instruction des droits du sol. Alors là, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup d'enjeux. C'est que en 2000... Excuse-moi, mais on ne l'a pas pris au vote. Ah, on n'a pas voté la Bible. Ah, ben, c'est bien. Alors, il n'y a pas de question. Qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien, merci pour eux. Voilà. J'ai été un peu rapide. Merci Anthony. Donc là, on parle de quoi? C'est en 2017, vous savez qu'il y a eu le rapprochement de délibération qui a développé une convention de cadre pour l'adhésion au service commun intercommunal des autorisations du droit des sols, et elle a été adoptée à la majorité de l'Assemblée communautaire. Et il y a eu une autre convention particulière qui a été ensuite produite et conclue entre la communauté de communes et la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île, celle-ci souhaitant recourir au service de la communauté de communes pour l'instruction du droit du sol. Grosso modo, c'est le permis de construire, vous savez, il y a une instruction. Et avant, c'était la commission Urbain qui le faisait dans la commune. Maintenant, c'est l'instruction de la communauté de communes qui produit l'exégèse, qui la rend à la commission Urbain, et la commission Urbain qui décide, et le maire qui décide si nous donne le droit de construire selon ce que lui dit la commission de l'instruction de la communauté de communes. Donc, à chaque fois, pour ce service, la commune est facturée. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une instruction, à chaque fois, il y a une facture. Alors évidemment, cette facture, elle est envoyée de façon mensuelle, elle-même, je ne sais pas. Mensuelle. Et donc, ça fait des flux de papier, etc. Mais surtout, à partir du 1er janvier 2023, il est envisagé de remplacer la facturation, la refacturation de la communauté de communes vers les communes adhérentes, en l'imputant directement sur les ACC. Alors, les ACC, c'est les attributions de compensation. C'est-à-dire les attributions de compensation, c'est l'argent que nous donne la commune. Donc, on a des dotations. Et plutôt que, qui viennent de la communauté de communes, et plutôt que de payer et d'être facturés, eux les prennent directement à la source sur les dotations. Ça ne change rien pour nous, c'est complètement transparent. Sauf que la petite particularité, c'est qu'on a une communauté de communes qui, voilà, c'est du financier. Hein, et on est noté à la communauté de communes, enfin, vous savez que tous les deux, on est conseillé de. Non, on est trois d'ailleurs. On est trois. Voilà, comment on parle. Délégués communautaires, on a des fonctions tous les deux, voilà, de vice-président au syndicat municipal singulier pour Jean-Michel, et moi je suis vice-président de la communauté de communes. Et donc, tous les deux, on gère, ou en tout cas on décide sur des fonds importants, et on se retrouve dans une situation où le CIF, c'est un truc qui s'appelle le coefficient d'intégration fiscale, ce qui est le repère pour savoir si une communauté de communes est en bonne santé financière ou pas, eh bien, le fait de refacturer fait que le taux du CIF de l'intercommunalité descend. Et c'est pas bon pour nous. On a besoin d'avoir un taux de CIF important pour avoir une bonne note financière, de telle façon à ce que la communauté de communes puisse emprunter. Et au final, c'est bon pour la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île, parce que si elle est en capacité d'emprunter, elle est en capacité de financer, et pour nous, ce sera bon. Or, aujourd'hui, le fait de cette refacturation fait que ce ratio, ce taux du coefficient d'intégration fiscale est très bas. Et il est donc proposé d'intégrer cette évolution par la signature d'un avenant qu'on va signer entre, si vous êtes d'accord, entre la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île et la communauté de communes, afin qu'il y ait un prélèvement à la source sur les dotations, plutôt que de la refacturation qui vient flinguer la note financière et fiscale de la communauté de communes. Est-ce qu'il y a des questions? C'est de la finance. Si vous avez besoin que je sois plus didactique et pédagogique, c'est... Pour les autres communes, c'est comment? Ils ont la même... Pareil. Pareil. En fait, aujourd'hui, à part la Tranche-sur-Mer, qui a décidé de faire elle-même son instruction, donc elle a un service d'instruction perso, enfin dans la commune, qui, quand vous allez à la Tranche, il y a la mairie, et juste après, vous verrez, il y a un petit local qui est l'instruction. Donc ils font leur propre instruction. Eux n'ont pas conventionné avec la communauté de communes, donc eux ne rentrent pas dans ce cadre où il y aurait
il n'y a pas de flux financier. Pour les 43 autres communes, on va dire 42 autres communes, il y a une refacturation. C'est-à-dire que tout le monde a décidé de se mettre ensemble pour avoir un service communautaire qui plus costaud, plus affûté, avec des personnes plus ciselées en matière de droit à l'urbanisme, mais aussi de la capacité d'instruction, du PPRL, etc. Ils sont beaucoup plus costauds, qui nous font gagner du temps. Avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, les allers-retours qu'il y avait avec l'État, c'était infernal, parce qu'on n'avait pas toujours la vision et la compétence pour bien instruire. Et donc, eux nous proposent une instruction. Ils ne donnent pas les droits à notre place, mais ils nous proposent une instruction, ils nous donnent leur avis, et ils nous l'écrivent. Et pour ça, on a une facturation. Et justement, c'était l'idée plutôt que d'avoir des flux financiers qui viennent flinguer une entreprise, ça serait quoi? Une entreprise, elle est notée sur sa capacité chiffre d'affaires, je parle du privé, chiffre d'affaires, EBITDA, ou plutôt chiffre d'affaires, résultat net. On a un chiffre d'affaires, une fois qu'on enlève tout, il reste quoi comme résultat? Bon. Si vous avez un chiffre d'affaires avec un résultat qui est important, vous avez un ratio qui est sympathique. Si vous avez un chiffre d'affaires très très important, mais avec un résultat qui est minable, vous avez un ratio qui ne convient pas. C'est souvent comme ça qu'on sait si on rachète une société ou pas, etc. Là, je fais vraiment résumé. Eh bien, pour la communauté de communes, si elle a des flux de factures très importants, mais alors qu'au final, il lui reste rien, elle vient casser son coefficient alors qu'il suffirait qu'il n'y ait pas de flux et qu'elle prenne ça sur ce qu'elle nous doit déjà. Et voilà, elle n'aurait pas à chaque fois à émettre des factures. Donc elle a un coefficient interne qui est meilleur. Et c'est pour ça que c'est important pour elle et au final pour nous. Voilà, c'est la technique financière pour nous. Mais toutes les autres communes, pour répondre à ta question précisément, sont dans le même calcul, excepté la tranche. Donc c'est gagnant-gagnant pour les deux. C'est gagnant-gagnant pour les deux, parce qu'on reste comme ça, ça ne va pas changer fondamentalement les choses, sauf que le coefficient est en train de chuter à la communauté de communes. Or, une communauté de communes qui a un coefficient d'intégration fiscale qui se plante devient une collectivité sur laquelle le financier, le banquier, n'ira pas forcément. Donc une capacité à l'épargne, enfin à l'emprunt moins importante, parce que moins de confiance, donc on tape dans les capacités propres de l'UPCI, enfin de la collectivité, ce qui fait qu'à un moment donné, ça a ses limites. Une collectivité doit pouvoir avoir une capacité d'emprunt, parce qu'emprunter, c'est pas un bon mot pour une collectivité, à condition qu'elle ait la capacité de rembourser. C'est ça qu'on regarde, c'est sa capacité d'épargne. Les facturations, c'est au dossier ou en volume de valeur de la maison? C'était au dossier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça va supprimer les emplois à la communauté de communes? Non, du tout. Non, ça serait... Mais c'est une bonne question, hein, mais non, ça va supprimer de zéro emploi. Le problème de la communauté de communes, il est comme nous, hein, si on n'arrive pas à embaucher. Et d'ailleurs, c'est pas que la collectivité, hein, moi je me promène dans les entreprises, un peu partout, je benchmark pour voir ce qu'on peut rapporter de bien à la collectivité, mais quand je suis à l'extérieur, je vois que partout, je veux dire partout, il y a des problèmes d'embauche. On n'arrive pas à recruter. Quel que soit le secteur, hein, mais de santé, développement économique classique, industrie, services, enfin, c'est même les profs, on n'arrive pas à recruter des profs. Bon, après, c'est un autre sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Excusez-moi, c'est un peu technique, hein, mais voilà. Et bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci beaucoup. Alors. Ah oui, alors ça, c'est la passation d'un avenant à la convention de gestion des zones d'activité économique, zone nord-est et zone hyper-U, avec une autorisation de signature. Il s'agit de quoi? En fait, la loi NOTRe a consacré l'ensemble des intercommunalités à fiscalité propre, c'est-à-dire les communautés de communes, comme maître d'ouvrage exclusif pour la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion des zones d'activité économique. Nous, on a une zone d'activité économique à L'Aiguillon-sur-Mer.
Compte tenu de ça, et compte tenu de l'étendue du territoire de la communauté de communes, du nombre important des zones d'activité économique qui relèvent de sa compétence, eh bien la communauté de communes ne dispose pas aujourd'hui d'ingénierie nécessaire et suffisante pour réaliser en régie l'entretien de l'ensemble des zones d'activité économique. Ainsi, il y a une convention de gestion qui a été signée entre la communauté de communes et l'IGOA Presqu'île afin de confier à la commune l'entretien des espaces verts. Ce n'est pas tellement le problème qui nous concerne, mais surtout aussi l'entretien et la mise en œuvre de l'éclairage public. Et ça nous concerne. Cette convention de gestion est arrivée à échéance au 31 décembre 2021. Donc il était prévu qu'il y aurait un audit. Et cet audit servira à quoi? Ça sert à la communauté de communes. Est-ce que j'entretiens bien ce que je dois entretenir ou pas? Alors, on s'était rendu compte à la communauté de communes que des fois, il y avait des sujets où on aurait dû entretenir en tant que communautaire et on ne le faisait pas. C'était la commune qui prenait à sa charge un entretien qu'elle ne devait pas payer puisque la compétence avait été transférée. Et puis dans notre cas, la communauté de communes finançait, entretenait, alors que c'était des voies qui étaient communales ou privées. Donc la finance de la communauté de communes a dit attendez, on va faire une analyse, un audit et on verra bien. Et comme ça, chacun fera son ménage chez lui, et ce que chacun doit payer, il le paiera. Et il n'y aura pas de je paye pour toi et tu payes pour moi. Donc il y a un travail de recensement de l'ensemble des points lumineux présents dans la zone d'activité économique qui est en cours et qui permettra de définir les répartitions financières entre les communes et la communauté de communes. Et ce recensement qui ne pouvait pas être fini avant la fin de l'année, la communauté de communes demande de proroger d'1 an la convention qui nous dit, en attendant, en gardant exactement le même système qui est actuel, c'est-à-dire qu'on ne change rien, en attendant l'audit qui sera produit vraisemblablement au courant de l'année 2023 et qu'on reconventionnera en 2023 s'il le faut. Simplement, donc jusque-là, pas de problème, c'est une délibération qui peut passer comme ça, mais si moi je m'arrête là-dessus, c'est que déjà, vous prenez la route des Courriers. Il y a un côté qui est bien la zone d'activité économique, mais l'autre côté, il est bien chez nous et privé. Or aujourd'hui, c'est la communauté de communes qui paye toute la rue, tous les théâtres, et qui l'aménage, qui l'entretient, etc. Donc c'est un exemple, mais ça veut dire qu'il faut s'attendre à ce que peut-être le bilan ne soit pas en notre faveur. Peut-être. Et donc qui nous pousserait à assumer des dépenses qui aujourd'hui sont assumées par la communauté de communes. Je préfère en parler maintenant parce qu'on n'a pas trop de choix que si cette convention qui ne change rien à court terme, et au final, on aura peut-être une surprise de devoir payer ce qu'on aurait dû payer depuis des années et qu'on ne paye pas. Voilà, c'était juste pour ça que je tiens votre attention. Je ne sais pas s'il y a d'autres exemples dans la commune, à part la moyenne commune. La rue d'Arlac. Bon, voilà, il y a deux, trois lumières d'élèves, donc on va voir. Et voilà, je tiens votre attention. Bon, sur la convention, de toute façon, on n'est pas de sujet. Est-ce que quelqu'un a des questions pour proroger d'un an? Non. Quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Merci beaucoup. Alors maintenant, ça je reverrai après, je vais laisser la parole à Jean-Michel. Tu vas nous parler. Ce sera. Je vais vous parler des élections. Mais pas des élections municipales, en fait des élections des représentants du personnel qui ont lieu donc, pour l'ensemble d'ailleurs des trois fonctions publiques et des trois versants de la fonction publique le 8 décembre. Alors on n'a pas trop entendu parler, mais malgré tout, ce sont des élections importantes, puisqu'elles conditionnent le dialogue social dans la fonction publique. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce qu'il n'y aura pas de vote, ça n'est pas une délibération, c'est une communication et information, puisque c'est suite à un arrêté donc, de composition du comité social territorial. Je vous en avais déjà parlé à 2 reprises, puisqu'on avait été obligé de prendre des délibérations sur notamment le nombre de représentants du personnel et la manière dont on souhaitait le gérer en fait sur les l'IGOA Presqu'île. Je vous rappelle qu'on est obligé d'avoir un comité social territorial parce qu'on a plus de 50 agents dans la collectivité et donc
on ne peut plus être affilié au centre de gestion. Alors, nous avions donc ces élections comme les 3 versants de la fonction publique le 8 décembre, donc la semaine dernière. Et pour le moment, je dois vous dire que ça a été un véritable succès, puisque dans la commune, pour la première élection, donc il y avait 58 personnes inscrites, on a eu 57 votants, donc 98,55% de votants. Alors, je ne peux pas vous le confirmer d'une manière officielle ce soir, j'attendais un élément du centre de gestion tout à l'heure, mais il semblerait qu'on soit la première commune dans le département de la Vendée, et peut-être même beaucoup plus étendue, à avoir effectivement autant de votants. Puisque au niveau du centre de gestion, ils sont à 18% de participation. 18%. Et au niveau des élections nationales fonction publique territoriale, à 48%. Vous voyez, on est nous à 98,5%. Si les employés communaux étaient là ce soir, on pourrait les applaudir et les féliciter. Mais on peut quand même féliciter au moins la tête de liste, puisqu'elle est présente parmi nous, c'est Bérangère Thiermois. Élu brillamment avec sa liste, avec 93% de suffrages exprimés. Staline faisait moins. Bravo. Alors, effectivement, les élus souhaiteraient avoir de tels scores parfois lors de leurs élections. Ce n'est pas toujours le cas, mais en tous les cas, c'est le vôtre. Alors, juste pour vous dire que les élus, donc, représentants de personnel, sont Bérangère Thiermois, Guido Florence, Adrien Rossignol et Petit Sébastien concernant les titulaires. Concernant les suppléants, donc Nathalie Battard, Héloïse Serpaume, Emmanuel Princhard et David Girard. Du côté des représentants des élus, il n'y a pas eu de vote, évidemment, puisque c'est une désignation. Donc, alors vous allez certainement tous en prendre connaissance ce soir, je l'avais un peu dit lors du bureau, mais bon voilà, il a fallu qu'on concrétise effectivement ces désignations. Alors, concernant les titulaires, Colette Lopez, Marc Banac, Laurent Huget et moi-même, et concernant les suppléants, Isabelle Hamel, Patrick Collin, Josiane Pactalapaille et Nicolas Poisson. Voilà. Donc le CST, c'est pour nous en tous les cas, sur l'île de la Presqu'île, une commission importante, puisque Laurent vous disait tout à l'heure, vous parlez un petit peu du régime indemnitaire, ce qu'on appelle le RIF7 dans la fonction publique territoriale, qui est en 2 parties, une partie FSE et une partie complément d'indemnité annuelle. Je ne demande pas à Marc ce que c'est, parce que maintenant il connaît tout par cœur, mais en tout état de cause, on ne pouvait pas mettre en place durant l'année 2022, tout simplement parce qu'on n'avait plus de CST, on n'avait plus de comité technique non plus, puisqu'on n'appartenait plus au centre de gestion. Et on va pouvoir travailler sur l'ensemble de ces dossiers, mais on va déjà commencer par travailler par le règlement intérieur, qui est un document hyper important pour le personnel. Et donc, les premières réunions seront portées là-dessus, et il y a du travail. Et voilà, je tenais quand même, à travers tout ça, à féliciter effectivement l'ensemble des personnels pour l'assiduité, en tous les cas, la participation au vote, parce que pour une première, c'est une première. Voilà. Eh bien, merci, et puis effectivement, félicitations, et je pense que dans peu de temps, on verra tous les agents, et on ne manquera pas de les féliciter, parce que cette participation montre leur intérêt à l'engagement et à l'implication dans la vie aussi de la commune et de leur métier. Donc c'est important de parler avec des gens engagés, parce que c'est toujours plus agréable, et on fait beaucoup plus de choses que des gens qui se foutent de tout. Donc bravo à vous tous, et puis on saura faire passer le message. Je voulais vous parler, merci Jean-Michel, je voulais vous parler d'un autre sujet qui n'a rien à voir, mais qui concerne notre commune. Je voulais vous parler d'une lettre qui est partie, alors il y a pas mal de lettres qui partent au ministre, qui part au garde des Sceaux, l'autre qui... mais on reviendra dessus, mais là ce soir on va vous parler d'une lettre à M. le secrétaire d'État auprès de la Première ministre chargée de la mer, M. Hervé Berville, à qui j'ai écrit, et je vous lis la lettre plutôt que comme ça vous saurez exactement ce que je lui ai écrit, en sachant que Bruxelles était hier et ce matin en train de parler du sort de nos marins. Monsieur le ministre, je souhaite vous faire part du profond malaise des 19 équipages de pêcheurs de ma commune ainsi que de mon angoisse partagée. Ainsi, les possibilités de pêche 2023, et en particulier celles qui touchent la civelle, seraient durement contraintes par les propositions du 28 octobre dernier.
J'évoque par là la préconisation d'une fermeture de toute activité de pêche commerciale et récréative de cibelle durant 6 mois consécutifs, aussi bien dans les eaux marines qu'estuariennes. Pour le port de l'Aiguillon-la-Presqu'île, qui réunit les professionnels des ports historiques de la Faute-sur-Mer et de l'Aiguillon-sur-Mer, pour lesquels 19 bateaux sont concernés, c'est une vraie menace. Elle conduirait inévitablement à l'arrêt brutal de cette pêcherie et donc à une catastrophe économique et sociale pour notre cité maritime. Les professionnels de la commune se sont inscrits dès 2010 dans la mise en œuvre des mesures d'urgence instaurées au travers du plan de gestion de l'anguille. Ils contribuent en effet et sont à la manœuvre pour 2 tonnes au repeuplement de civelles en Pays de la Loire, qui représente plus d'un tiers des civelles repeuplées sur le territoire national. Il est urgent et nécessaire que l'État soutienne et défende les intérêts de nos pêcheurs. Le règlement du Conseil est applicable au 1er janvier 2023 et il est demandé aux États membres d'informer la Commission au plus tard le 31 janvier 2023. Des périodes de fermeture qui sont fixées accompagnées des informations s'agissant des périodes choisies ainsi que les mesures nationales correspondantes. Sans votre soutien, la filière menacée par de nombreuses contraintes conjoncturelles disparaîtrait de cette activité maritime historique. Je vous remercie donc par avance de l'attention que vous porterez à ce courrier et dans l'attente de votre retour, je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, à l'expression de ma haute considération, j'ai signé, parce que il est à peu près fort à parier qu'à partir de ce soir, la pêche à la civelle va disparaître. J'ai pas beaucoup d'espoir, pour être honnête. Ce que je reproche au ministre et à Bruxelles, c'est de ne pas avoir anticipé, c'est-à-dire que quand on prend une décision, on ne prend pas une décision d'arrêter, quelles que soient les bonnes ou mauvaises raisons, d'arrêter une pêcherie à quelques heures de la pêche, en laissant les gars remplir des réservoirs de fioul, à investir pour la saison, en leur disant bon les gars, vous êtes anti-environnementalistes parce que vous êtes en train de bousiller les dernières anguilles qui existent en Europe, quel que soit le sujet. On leur dit avant. On ne laisse pas les gens investir. Et puis d'une autre manière, c'est vrai que ça fait longtemps que l'Europe prévient et que le monde prévient, puisque c'est la dernière pêche à l'alevin au monde, la pêche à la civelle. Mais pour autant, je pense que rien n'a été envisagé pour accompagner cette rupture. Et je ne trouve pas ça propre et je ne trouve pas ça sain. C'est pour ça que je ne demande pas ouvertement la prolongation de la pêche à la civelle, parce que je ne suis pas Don Quichotte. Je leur exprime que je ne suis pas d'accord, mais ce que je demande, c'est qu'on accompagne nos pêcheurs. Et je trouve que c'est pas fait, et je trouve que c'est pas propre. Donc c'est pour ça que je tenais à écrire et faire cette petite motion pour soutenir l'ensemble des professionnels qui aujourd'hui sont en angoisse et demain vont souffrir. Voilà, je voulais vous parler de ça. Alors ça c'est le moment le moins sympa, et évidemment le combat continuera, parce que je vais pas parce que ça va s'arrêter qu'on ne va pas aller essayer de les aider. Je pense qu'il faut qu'on soit tous solidaires de nos acteurs de la pêche, parce que cette pêche était historique. Si elle doit ne plus exister, il faut envisager la suite et les aider et les accompagner. Et puis pour quelque chose de beaucoup plus sympathique, je vous en ai parlé tout à l'heure, j'ai demandé à Josiane de bien vouloir monter à Paris pour aller avec d'autres, je crois une douzaine de 11 autres maires, vous étiez 12, aller recevoir de la main d'Olivia Grégoire, que certains connaissent pour ses sorties sur les écrans, et pour autant, elle t'a remis le classement, enfin le diplôme du classement en station classée de la commune. Donc je voulais d'abord te remercier au nom de tout le conseil municipal, parce qu'il faut y aller, il faut faire le truc. Et puis évidemment, il y aura un reportage qui sera fait, c'est jeudi je crois, c'est jeudi Eric, où on va faire un petit reportage sur cette remise, sur toi, et voilà, et on va faire ce qu'il faut pour que l'ensemble des habitants sachent à quoi ça correspond, pourquoi c'est important, et pourquoi c'est un immense honneur que nous a fait la ministre
et notamment, surtout, le président de l'ANET, l'Association nationale des touristiques et des élus du tourisme, du territoire touristique. Parce que c'est une autre institution qui permet justement à mettre quelques phares, quelques drapeaux comme ça en France. Et c'est notre commune qui l'a reçu. On va le garder, on va tous faire tout ce qu'il faut pour le garder parce que ça, pour l'ensemble du territoire, c'est plein d'avantages, plein de répercussions. Et moi, je suis très fier, et pour vous, et pour les habitants, qu'on ait ce classement. Parce qu'aujourd'hui, ça ne dit pas grand-chose aux gens, mais très vite, les gens vont comprendre. Merci Josiane pour avoir été... bravo. Voilà, moi j'en ai fini. Je vais fermer le bureau municipal dans sa forme... Sur la convocation, il y a un thème que tu n'as pas abordé, c'est un détail, mais à moins que j'ai zappé, j'ai dû dormir. Désignation du représentant au conseil d'administration de l'Agence France locale. Oui, t'as raison. T'as raison, je l'ai zappé. Ouais, parce que maintenant en TV, ça Excuse-moi. C'est un détail. Oui, il suit, hein. Ah oui, alors attends, c'est parce qu'on a le PV. On a le PV, PV original. Parce qu'on a fait le PV qui était une copie, mais qui n'était pas la bonne copie. Et dans le PV original, il y a en préambule ou en propos liminaire le fait justement de faire sauter cette délibération, et que j'ai complètement oublié parce que je n'avais pas le PV. Si vous montrez que je suivais. Mais je sais que tu suis. Enfin, ça, c'est pas besoin de me montrer. S'il y a bien un gars, je sais qu'il suit. Donc, non, pas de problème. Là, je vais juste le fermer, puis après, on va passer à des questions, mais qui ne seront plus dans le cadre du conseil municipal. S'il y a des gens qui veulent poser des questions, il n'y a pas de problème. Voilà, je ferme le conseil municipal. Et j'en profite ici pour vous dire, quand même, dans le cadre du conseil municipal, que le calendrier 2023 de l'ensemble de nos bureaux, de nos conseils municipaux, du fait que tous les deux, on se balade en conseil communautaire, que de nos obligations, etc., vous sera donné afin que vous puissiez bien faire dans les étapes et les échéances des travaux, que les séminaires, vous aurez aussi un autre calendrier pour les séminaires, parce que je trouve qu'avec certains de nos conseillers, on ne se voit pas assez, et certains apprennent en conseil municipal, en chambre d'enregistrement, les actions municipales, alors que vous devriez participer et être plus impliqué dans la vie communale, qui, Dieu sait, demande du travail, et Dieu sait que vous n'êtes pas avare de propositions et aussi d'envie de travailler. Donc voilà, vous allez recevoir ce calendrier. Et puis, merci pour cette année qui s'est écoulée. J'aurai l'occasion, lors des vœux du maire, le 7 janvier prochain, de vous remercier. Mais merci pour le travail qui a été celui de chacun d'entre vous, parce que on peut faire du blabla, on peut raconter plein de choses, et à la fin de la phrase, il ne se passe pas grand-chose. Sauf qu'à la fin de ce que vous dites et ce que vous faites, les habitants ont vu qu'il y avait un truc qui s'était passé, qu'il y a plein de choses qui sont en route, qu'il y en a d'autres qui vont arriver, et que vous êtes à la manœuvre, et je ne sais pas si les gens vous aiment ou vous n'aiment pas, même ou même pas, c'est pas le sujet, mais en tout cas, ce qu'ils ne peuvent pas vous enlever, c'est que vous bossez dur et que ça se voit. Voilà. Merci pour ça, parce qu'on est là pour ça, et vous le faites bien.